Salut et bienvenue à cette première partie de notre vidéo sur le projet Vérin. Et on va produire dans cette série de vidéos un vérin qui ressemble un peu à celui-ci. Un peu parce que la nôtre va avoir des surfaces hexagonales dessus. Bon, bien ceci dit, à quoi peut servir un vérin? Bien, un vérin comme celui-ci, comparativement à un vérin hydraulique ou un autre type de vérin qui est fait pour soulever des voitures ou d'autres choses, mais celle-ci peut être ajustée avec beaucoup de précision parce que les filets qui activent son ouverture sont vraiment ajustables à l'infini. Je peux le tourner juste un tout petit peu pour avoir juste la hauteur voulue. Donc c'est un outil de précision qui est utilisé pour soutenir une pièce réellement, c'est sa plus grande utilité. Et par ça, je veux dire, on s'imagine qu'on a un étau de fraiseuse, parce que c'est souvent sur la fraiseuse qu'on s'en sert, et une pièce dans l'étau, mais qui déborde, qui dépasse du côté de l'étau par beaucoup. Mais je peux, à l'extrémité qui est dans le vide, venir soutenir avec précision le bout de la pièce avec un vérin. Ce genre de vérin est très pratique pour ça. Mais on peut également l'utiliser en conjonction avec une serre pour tenir une pièce qui déborde d'un étau. Et ceci permettrait l'usinage de la portion intermédiaire entre l'étau et le bout de la pièce. Donc, très, très pratique. Il y a ce genre-ci qui est proche, comme j'ai dit, de ce qu'on va fabriquer. Puis il y en a de tous les genres. J'en ai un autre genre ici qui est très simplifié. C'est juste une base avec une vis dessus. Mais on peut quand même ajuster la hauteur avec toute une gamme en y adjoignant des bases secondaires. Donc on peut les empiler comme ça. Et dans certains cas, et c'est le cas avec celui-là, on peut même interchanger les bases pour avoir toutes sortes de points de contact différents. Et dans le cas ici, j'ai un V qui peut servir pour soutenir une pièce qui serait comme une tige cylindrique. Donc, très pratique. Bon, nous autres, le seul endroit qu'on a réellement vu un vérin comme ça est utilisé dans mes vidéos jusqu'à date, c'est dans mes projets où j'utilise ma scie à ruban de tronçonnage pour découper une pièce que je dois tenir seulement sur l'extrémité de l'étau de cette machine-là. Quand je fais ça, évidemment, la mâchoire mobile de la scie à ruban veut se fausser, elle veut aller de côté, elle veut se placer croche, autrement dit. Et ça, ça ne retiendra pas bien la pièce. Donc, j'ai l'habitude, à l'autre extrémité de la mâchoire mobile, d'installer un vérin, ce qui me permet d'ajuster l'ouverture et d'avoir une mâchoire d'étau bien parallèle, la mobile bien parallèle à la mâchoire fixe. Où est-ce qu'on va commencer avec un projet comme ça? On va commencer où on commence tous nos projets, en regardant nos dessins. Et j'ai ici mes dessins, j'ai le dessin d'assemblage et le dessin détaillé du projet. Et rappelez-vous, tous mes dessins sont disponibles sur ma page web, thatlazymachinist.com. Si vous allez sur la première page de la page web, vous allez trouver deux rectangles rouges, sont durs à manquer. Si vous cliquez sur celui qui a de l'écriture en français dedans, vous allez recevoir la version française de tous mes dessins, incluant, en PDF, incluant des pages vierges, les deux pages vierges pour les séquences d'opérations que vous pourrez reproduire et utiliser à votre guise. Mais pour nous autres, à ce moment-ci, ce qui compte, ça va être de prendre quelques minutes et de regarder ces plans-là d'un peu plus près. On va commencer par regarder le dessin d'assemblage. Si ce dessin technique ne vous dit pas grand-chose, je vous invite fortement à aller visionner ma leçon 4 qui porte sur la lecture de plans. Leçon 4, partie 1, 2, 3 et 4. Et ça vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe. Pour nous, retournons à notre dessin d'assemblage. Et on voit ici, sur notre dessin d'assemblage, qu'on a chaque pièce du projet présentée et identifiée comme ils seront
assembler. Et ça, c'est réellement l'objectif d'un dessin d'assemblage. On remarque également sur le plan qu'on a une liste de matériel. Et cette liste nous indique les dimensions minimales de la matière brute pour produire les pièces, ainsi que le genre de matière pour chaque pièce. Elle nous présente également le nom, le numéro d'identification de chaque pièce, ainsi que la quantité de chaque pièce à produire. Juste en dessous de la liste de matériel, on retrouve la cartouche qui contient de l'information plutôt administrative, telle que le nom du dessinateur, le vérificateur, la date de production, le numéro du dessin et ainsi de suite. Il est également important de se rappeler que la plupart des dessins ont une ou des notes, et c'est le cas ici. La note sur ce dessin nous indique des détails relatifs à l'assemblage du projet. Plus spécifiquement, cette note-ci nous indique que le bord de la pièce numéro 2 sera roulé lors de l'assemblage pour retenir la pièce numéro 1. Ce que l'on ne retrouve pas sur ce dessin d'assemblage sont les détails de fabrication, tels que les dimensions et les tolérances, puisqu'ils se retrouvent sur le dessin détaillé. On a ici, à toute fin pratique, 4 dessins en un, et chacune des pièces ou chacun des dessins est clairement identifié par un numéro, le même numéro que l'on retrouve sur le dessin d'assemblage. Et chacune des 4 dessins sur ce dessin contient toute l'information requise pour usiner la pièce. Là, on ne s'attardera pas beaucoup à étudier ce dessin-ci à ce moment-ci, puisqu'on va s'y référer régulièrement, dans le fond, à chaque fois qu'on va commencer l'usinage d'une nouvelle pièce. Une fois que vous aurez téléchargé ces dessins, prenez le temps d'étudier chaque pièce en grand détail et de remarquer le nombre et le genre d'opérations requis pour produire chacune des pièces. Et ça va vous aider à comprendre ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, c'est la production de la séquence d'opérations. Là, je ne remplirai pas formellement une feuille ou des fiches de séquence d'opérations, mais je vous invite fortement à le faire vous-même. Rappelez-vous, à la fin des projets téléchargés, vous retrouverez 2 fiches ou gammes d'usinage vierge que vous pourrez imprimer, reproduire et compléter à votre guise. Maintenant qu'on a étudié nos dessins, c'est le temps de commencer à penser à matière brute et outillage. C'est un projet de tour et j'ai installé ici devant moi les outils que je vais avoir besoin et ma matière brute. Donc, regardons ça d'un peu plus près. Bon, commençons par regarder notre matière brute. J'ai une pièce d'1,5 pouce hexagonale, 1 pouce et 1,8 hexagonale, donc ma base, mon corps et la tête, 1 pouce hexagonal. Donc ces 3 pièces-ci sont en acier doux. Ce n'est pas tellement important ce que vous prenez. Dans ce cas-ci, j'ai du C12L14, mais ça pourrait être du 10-10 ou du 10-20, ça fonctionnerait très bien également. Cette partie-ci, par contre, cette pièce-ci, puisque c'est le pivot, et le pivot va devoir être durci, j'ai ici du 41-40, puis c'est une tige de 5/8 de pouce. Ça, c'est ma matière brute, et le reste, c'est de l'outillage. Pour mes outils de coupe, j'ai un gros forêt ici qui va servir à dégrossir le trou dans la base. Ensuite, un moyen forêt ici qui est le forêt en vue du taraudage pour mon trou 5/8-18 à gauche dans le corps de ce projet-ci. Évidemment, si j'ai un forêt en vue du taraudage, j'ai un tarot ici 5/8-18 pour le corps, là, que ça va être mon filet utilisé. Là, je vais avoir de l'alésage à la barre d'alésage à faire, surtout ou sur ma base ici. Et pour ça, j'ai une petite barre d'alésage qu'on voit ici, qui ne veut pas rester en place. Bon, on la laisse là. Et si je veux produire mon trou avec précision, ici avec une barre d'alésage, c'est en vue du filetage. Et j'ai une barre d'alésage ici
avec une pointe à fileter à 60 degrés. Donc ça va être pour mon filetage intérieur que je vais utiliser ça. Là, j'ai des outils de coupe pour le tour. J'ai un outil pour tailler des rayons ou des gougures à rayons, des rayons d'un 16e de pouce. Donc j'ai un outil que j'ai affûté pour avoir une rainure à fond rond ici, avec un rayon d'un 16. J'ai mon outil que j'ai affûté pour le filetage et l'autre extrémité ici est affûtée pour le tournage général. Donc j'ai ce que j'ai besoin ici pour le taillage de ma pièce. Mais par contre, j'ai ajouté celui-là. C'est un outil de filetage à pointe de carbure ou à pastille de carbure. Je l'ai depuis des années, je ne m'en suis jamais servi. Donc, je vais peut-être, dans ce cas-ci, juste essayer cet outil-ci au lieu d'utiliser un outil affûté à la main. On verra ce que je décide de faire à ce moment-là. Par contre, si on continue, ici, j'ai un forêt centré qui va être utilisé avec mes forêts, évidemment, pour les partir. J'ai ensuite des tarots ébaucheurs et finisseurs pour le trou 832 qui va être dans le pivot. J'ai également ici une jauge à filetage pour aligner mon outil de filetage sur le tour. Là, ça sert avec un outil fileté que j'ai affûté à la main. Si j'utilise celui-ci, je n'aurai pas besoin de cet outil-là, puisque le côté de l'outil là est bien perpendiculaire à l'axe de la pièce. C'est un outil plus précis, en fait, d'orientation de la pointe. Donc, je n'aurai pas besoin d'utiliser ça si je opte pour cet outil-ci. Bon, c'est bien beau vouloir couper, mais il faut mesurer également. Et j'ai ici mon micromètre et mes piges pour les mesures hors pige des filets. Et les filets que je vais mesurer bien, sont sur le corps et la tête de la pièce des filets extérieurs. Donc, j'ai mes piges pour ça. J'ai également mon calibre ou jauge de pas de filet que je vais utiliser pour vérifier le réglage de mon tour pour m'assurer que j'ai le bon pas avant de commencer à couper en profondeur. Donc ça, c'est important aussi. J'ai des calibres d'épaisseur que je vais utiliser en conjonction avec mon outil à rainurer à rayon d'un 16 pour l'installation et le positionnement de l'outil. On va voir ça, c'est quelque chose d'important. J'ai des calibres hantés, pas comme hantés comme une maison hantée à l'Halloween, là. Non, c'est des calibres en forme de T pour mesurer les alaisages avec précision. Donc, surtout pour ma base ici que je vais utiliser ça. Et j'ai finalement mon pied à coulisse à échelle vernier qui va être pour la plupart des mesures là, générales à pratiquer sur la pièce ou les pièces. Bon, on a regardé nos dessins, on a regardé notre matière brute et notre outillage. Mais ce qu'on n'a pas fait ici, c'est établir un plan d'attaque pour produire la pièce. Et c'est crucial de le faire. Donc, laissez à eux-mêmes, la vaste majorité de machinistes en herbe commencerait le projet en attaquant la base. Pourquoi? Parce que c'est la base. Et de très jeune âge, on nous a enseigné de commencer par la base. Donc, si on bâtit un château de glace, on va commencer par la base. Si on veut faire un gâteau, on commence avec la base, puis on met le glaçage par-dessus. C'est juste quelque chose qui est naturel. Mais ça, là, ici, c'est pas un gâteau qu'on produit, c'est un projet en atelier d'usinage. L'ordre dans lequel on produit les pièces n'est pas important parce que le projet va être assemblé seulement qu'à la toute fin. L'ordre n'est peut-être pas importante, en fait, de quel qu'on commence avec, mais c'est quand même crucial de définir un parcours précis. Et pour ça, oui, l'ordre va devenir important. Parce que dans ce cas-ci, j'ai un problème. Et ça, c'est que si je ne fais pas attention, je vais devoir tenir des pièces filetées dans des mandrins 3 ou 4 mâchoires. Et ça, c'est jamais une bonne chose, parce que les mâchoires de ces mandrins-là vont inévitablement endommager les filets. Là, je peux jouer avec
mettre des anneaux d'aluminium, faire des gabarits intermédiaires, toutes sortes de choses. Mais si je planifie un peu, et c'est un bon exemple de planification ici, mais je peux utiliser les pièces de ce projet-ci comme gabarit de fixation pour d'autres pièces du même projet. Donc, commencer une pièce, la compléter à moitié, l'utiliser pour tenir une deuxième pièce, et etc., etc. Et par le temps que ça sera tout complété, bien, une fois que j'aurai tout fait mon usinage, bien, tout va pouvoir s'assembler correctement. Question de planification, c'est important. Donc, prenons quelques minutes, retournons voir nos dessins et établissons un plan d'attaque clair qui va nous mener à notre but sans être obligé de tenir des pièces par des filets. On va commencer ici par produire le pivot. Et c'est important de le compléter entièrement à ce moment-ci. Puis on va voir pourquoi dans quelques instants. Donc le pivot, on le complète, il est fini. On va ensuite passer à la tête et on va produire la moitié de l'usinage. On va effectuer la moitié de l'usinage en tenant la pièce par le bout, le plus possible dans le mâchoire, dans le mandrin à 3 mâchoires, mais on va venir tourner, rainurer, chanfreiner, et optionnellement, si vous voulez, vous pouvez produire un petit trou de centre sur le bout pour le soutenir lors du filetage, parce qu'on va ensuite fileter le bout. C'est un filet à gauche, 5, 8, 18 qu'on va produire ici. Donc, l'extrémité ici de la pièce, le bout fileté, va être complètement fini, donc complété. Et c'est tout ce que je vais faire à ce moment-ci. Je ne travaille pas sur le deuxième bout tout de suite. Fait qu'on va mettre ça de côté. Et on va commencer ensuite sur le corps. Il est important ici, encore une fois, on va effectuer seulement qu'une partie du travail. On va tenir le corps très profondément dans le mandrin à 3 mâchoires. On va surfacer le bout. On va faire un trou de centre. On va percer notre trou en vue du taraudage. Et on va tarauder notre trou 5, 8, 18 à gauche. Donc ça va être complété, ce trou-là. Mais important ici, je n'enlèverai pas la pièce du mandrin. Je vais le laisser en place parce que ça va devenir mon gabarit pour compléter la tête. Je vais prendre la tête qui est filetée sur un bout et qui est complétée réellement sur un bout et je vais le fileter dans le corps, le serrer en place et ensuite utiliser cette installation-là pour venir finir le deuxième bout de la tête. Encore une fois, à ce moment-là, la tête ici va être complétée. Mais je n'enlève pas la tête du corps et je n'enlève pas le corps de la machine. Il faut que ça reste intact parce qu'après ça, je vais prendre mon pivot, l'insérer et l'assembler. Donc, je vais utiliser cette installation-là pour l'assemblage. Et à ce moment-là, la tête et le pivot vont être complétés et assemblés. Il va me rester à compléter le corps ici et la base éventuellement. Bon, ben, là, ce que j'ai besoin, c'est d'un filet extérieur. Un pouce 14 que je vais utiliser comme calibre pour couper le filet intérieur ici. Parce que c'est facile de mesurer hors pige un filet extérieur. C'est très difficile de mesurer un filet intérieur. Généralement, on utilise un calibre. Je n'ai pas de calibre. Je vais utiliser mon filet externe ici comme calibre pour produire mon filet intérieur. Et pour ça, je vais sortir la pièce dans le mandrin 3 mâchoires pour avoir juste assez d'espace ici pour me permettre de tourner mon diamètre. Une chose mentionnée, quand on a percé et taraudé le trou 5, 8, 18 ici, on a effectué un petit chanfrein à 30 degrés de l'axe de rotation pour faire vraiment un V de 60 degrés, ce qui va me permettre de le soutenir plus tard là, avec une pointe là, à 60 degrés. Ceci dit, il est sorti juste assez pour pouvoir tourner mon diamètre, rainurer, chanfreiner et produire mon filet. Dans ce sens-ci, ce fois-là, parce que ça va être un filet à droite, donc je vais tourner mon filet 1 pouce 14 sur le bout. Cette pièce-ci, sur cette extrémité-là, est complétée et j'ai mon filet extérieur que je vais pouvoir utiliser comme calibre. Je vais donc sortir ça de la machine, n'est pas complété encore, puis je vais insérer
ma base en la tenant juste assez sortie pour me permettre de, encore une fois, surfacer un bout, chanfreiner, tourner, rainurer et chanfreiner. Là, ce diamètre-ci que je tourne n'est pas fileté. Donc, je peux, une fois que ce bout-ci est complété, tourner ma pièce de côté, surfacer à sa longueur finale, produire un trou de centre, percer mon trou de dégrossissage, alaiser mon diamètre et ensuite couper mon filet. Mais attention, je ne fais pas ici le chambrage sur le deuxième bout. Je vais plutôt me servir de ça sans l'enlever de la machine. Je vais m'en servir parce que je le tiens sur mon portion cylindrique que j'ai tournée, là, je vais m'en servir pour venir visser. Donc j'ai utilisé mon corps comme calibre pour mesurer mon filet, mais maintenant je vais visser le corps dans la base et je vais m'en servir comme une gabarit de fixation pour venir surfacer le deuxième côté et chanfreiner ce deuxième bout-là du corps. Donc, le corps, à ce moment-là, va être complété. Tout ce qui va me rester à faire ici, à ce stade-ci, c'est de produire le chambrage sur le fond de cette pièce-là, le fond de la base. Et voilà, mon projet va être complété. Et ça veut dire qu'on va se retrouver dans la partie 2 de cette vidéo. Et je vais à ce moment-là avoir mes lunettes de sécurité parce qu'on va usiner. Et on va commencer par produire le pivot du projet. Et ça va être intéressant à voir parce que on va tourner à la main, on va limer et tourner une bille. Ça, c'est toujours intéressant. C'est le fun de travailler vraiment manuellement. Fait que ça va être intéressant à voir, je crois. Et on va ensuite passer à la tête du projet et on va tourner et fileter la portion filetée, évidemment, de cette pièce-ci. Et ça va être intéressant ou différent parce que c'est un filet à gauche, puis on n'a pas vu ça là, dans mes vidéos jusqu'à date. Là, c'est important, je crois, à ce moment-ci, pour vous, d'aller vous rafraîchir la mémoire, si vous en avez besoin, concernant le filetage et les mesures hors pige. Je ne passerai pas à travers toutes les explications et les calculs, puisqu'on a déjà une vidéo qui couvre assez bien le sujet. Donc, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, voici une vidéo que vous pourrez aller voir. Et puis, en attendant que je vous revienne avec la partie 2 de cette vidéo portant sur la production d'un vérin, bien, amusez-vous. De grâce, soyez prudents et bon usinage. There you go.